Euh, Nathalie Bourrigaud donne pouvoir à Freddy Caillot. Gérard Lefebvre donne pouvoir à Jean-Claude Corvoyer. Lorenzo Duarte donne pouvoir à Sophie Hénon Bidet. Yann Sommer-Collery donne pouvoir à Anne-Rachel Baudreau. Fabien Grelier donne pouvoir à Tiffaine Rouleau. Corinne Bloco donne pouvoir à Laurent Messin. Thomas Laurenceau donne pouvoir à Isabelle Petier. Virginie Pascot donne pouvoir à Annick 19. Laurent Picard donne pouvoir à Nadia Bourdeil. Jean-Noël Sochelot donne pouvoir à Christian Martineau. Peggy Bossard donne pouvoir à Christelle Barbeau. Salette Dilieu donne pouvoir à Yann Leroux. Et on arrive à Nathalie. J'en ai terminé pour le pouvoir. Et nous allons procéder au vote donc, de notre secrétaire de séance. Alors, 55, superbe, on bloque. Eh bien, Dimitri, tout le monde est d'accord pour que tu puisses assumer cette tâche. Le deuxième point est celui de l'approbation du procès verbal, donc de la séance du 29 septembre. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous invite à délibérer. On va pouvoir bloquer 55 voix pour. OK. Le troisième point concerne la fin de l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et à la majoration de l'indemnité des élus de Chemillé en Anjou. Peut-être vous expliquer en deux mots, effectivement, que la majoration qui avait été possible au regard de la dotation de solidarité urbaine avait été actée en 2020, alors que finalement, nous avions deux majorations, celle d'être chef-lieu de canton, plus celle d'obtenir la dotation de solidarité urbaine. Cette dotation, vous savez, nous a été supprimée avec une majoration de la DSR. Vous vous en souvenez tous, on était sur des diminutions d'un petit peu plus de 400 000 € de dotation en 2 années. Et pour la dernière fois, il y a 3 ans. Il est stipulé aussi que quand vous avez cette dotation de solidarité urbaine, vous avez le droit à la majoration des indemnités, sauf que quand vous ne l'avez plus, 3 ans après, vous devez rendre quelque part un peu cette majoration d'indemnité des élus. On arrive juste dans cette troisième année au 1er janvier 2026. Donc, nous devons effectivement ne plus avoir ce droit à cette majoration pour l'ensemble des élus. Première délibération, on acte finalement le fait de ne pas avoir cette majoration pour les indemnités des élus, si vous en êtes d'accord. Peut-être un tout petit mot d'explication en préambule. Cette majoration, ainsi que la majoration de chef-lieu de canton, nous avait donné la possibilité, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque en 2020, de pouvoir, notamment pour les conseillers municipaux, d'avoir une petite indemnité sur l'enveloppe qui était celle du maire et des adjoints. Sachant que l'indemnité concernant les maires délégués est une autre enveloppe. Il n'est pas concerné par cette majoration. Donc, ensemble, nous avions décidé que finalement, ces majorations nous permettaient d'indemniser donc les conseillers municipaux. Et les adjoints comme le maire étaient sur la base, finalement, qui était celle d'une indemnité normale. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus.
Donc, première délibération, si vous en êtes d'accord, c'est d'acter finalement cette perte de majoration. Est-ce qu'il y a des questions? OK. « 55 en bloc. « 54 voix pour, une abstention. Quand on a validé le fait qu'effectivement on perdait cette majoration, il faut savoir à qui on impute finalement ces indemnités en moins, vous comprenez bien. On s'est réunis en bureau municipal et en bureau municipal élargi pour dire qu'effectivement, on ne va pas imputer cette diminution à l'ensemble des conseillers municipaux qui touchent une indemnité vraiment relative. Et qu'on va essayer de faire en sorte que le maire et les adjoints subissent cette diminution. Et on a accepté ensemble qu'elle puisse être impactée sur les indemnités du maire et des adjoints. Premier point. Sachant que, vous saviez, on avait 2 différenciations d'adjoints et qui touchaient des indemnités différentes. Adjoint de premier rang, adjoint de deuxième rang. Pour les adjoints de premier rang, nous sommes obligés de respecter donc une règle qui est celle d'un pourcentage maximum que peuvent atteindre les adjoints. Si bien que les adjoints d'un premier rang ne peuvent pas avoir une indemnité au-delà des 33%, si bien qu'ils ont une diminution qui est un petit peu plus importante et qui vous a été transmise dans le tableau juste en dessous pour que vous compreniez bien. Sur les adjoints de deuxième rang et sur le maire, nous n'étions pas au plafond, donc nous avons donc la possibilité d'une diminution d'à peu près 8%, un petit peu plus. Ça, c'est le cadre qu'on vous propose dans l'enveloppe qui est celle des maires et des adjoints. Donc, je répète, on ne touche pas à l'indemnité des conseillers et on diminue à la hauteur des possibilités qui sont les nôtres, réglementaires, le maire, les adjoints du premier rang et les adjoints du deuxième rang. Au regard de cette situation, nous avions créé en 2020 une deuxième règle, qui était celle de dire, finalement, dans les maires délégués, pour essayer d'être à peu près équitable, nous avons des maires délégués de premier rang et des maires délégués de deuxième rang, au regard naturellement de la dimension des communes et du travail des uns et des autres. Et on vous propose qu'effectivement, cette enveloppe qui n'est pas impactée par la DSU puisse garder la même règle qu'on avait celle en 2020 et de diminuer aussi un petit peu les maires délégués, si vous en êtes d'accord. C'est ce que vous avez pu lire dans la délibération, si toutefois vous avez été sur une lecture assez précise, parce qu'effectivement, c'est parfois un petit peu complexe. Et le tableau qui vous est fourni juste après, pour une somme, effectivement, qui vous est détaillée dans le tableau du dessous, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Laurent. Oui. C'est pas une question, c'est juste une suggestion. On aurait pu aussi en profiter pour augmenter l'indemnité des conseillers municipaux. Laurent, dis-moi, tu fais partie de quel groupe, toi? Tu fais partie du groupe des maires? Tu fais partie des groupes des adjoints ou des maires délégués? Dis-moi, tu fais partie de quel groupe, Laurent? Non, je n'ai pas entendu, Laurent. Non, mais tu fais partie du groupe de ceux à qui tu souhaites une augmentation alors qu'on vient d'acter une diminution. C'est vrai que, Laurent, j'apprécie ton sens de l'intérêt général sur ce sujet. Je te remercie, Laurent. Non. Merci beaucoup. On valide cette délibération, si vous en êtes d'accord, au regard d'une information qui est celle de Laurent Girard sur la manière dont il conçoit l'intérêt général. Merci, Laurent. Merci, Laurent. C'était ton observation, à ce que je sache, Laurent. Alors, c'est un procès d'intention. Parce que je parle pas pour mes. Si je parlais pour mes intérêts, mon intérêt personnel, moi, j'ai rien à gagner là-dedans.
Non, si ce n'est de demander une augmentation pour les conseillers Bah oui, municipaux, pour les, dont tu fais partie. pour les prochains. Oui, merci. Dont je ne ferai pas partie. Merci Laurent de ton observation. On voit bien là le sens de l'intérêt général. On valide. Merci. Alors, il nous reste juste quelques... Voilà, 51. On peut peut-être aller en bloc à 51, écoutez. Je vous remercie. Des 50 voix pour et d'une abstention, je vous remercie beaucoup sur ce sujet. Bien sûr, Justine, tu veux avoir une remarque? Oui, moi je voudrais faire une petite remarque. C'est que ce que je viens d'entendre, effectivement, je vais répéter ce que moi j'ai dit au bureau municipal élargi quand on a pris la décision. C'est que je pense que quand on est un élu comme on est aujourd'hui, que ce soit conseiller, adjoint ou maire, on le fait par conviction parce qu'on a envie de travailler pour sa population, on a envie de travailler pour ses habitants et c'est ce qui, en tout cas, c'est ce que je pense nous anime. Et c'est vrai que quand on nous a posé la question, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Et très sincèrement, quand on voit le montant que ça nous impacte, nous les élus, qui sont dans les maires, délégués ou adjoints, Laurent, je t'assure que ça fait un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui. Et je voulais juste te dire qu'effectivement, je pense que si on avait eu la volonté d'augmenter les conseillers municipaux, on l'aurait fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous réduit notre part, alors que notre implication, elle est exactement la même. Et elle sera toujours la même jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça, juste pour dire, on accepte la décision parce qu'elle nous est imposée et que c'est normal, mais sache quand même que quelque part, on aurait bien voulu augmenter les conseillers municipaux, quoi. Mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On arrive sur la présentation du rapport annuel d'activité de Mauche Communauté pour l'année 2024. Vous l'avez tous lu, bien naturellement, cette 60 et quelques pages. Je voudrais juste vous en faire un très rapide résumé, si vous en êtes d'accord. Le premier point, bien naturellement, alors on avait quelques points sur le territoire, les élus, la gouvernance, les ressources humaines, et le point sur les finances. Peut-être rapidement dérouler donc ce camembert, camembert un peu important, 61 millions d'euros, un peu plus, 61,5 millions d'euros de dépenses par compétence. Je voudrais juste peut-être les énumérer une à une sur les solidarités dont Anne-Rachel vient de nous parler. On a 2,2 millions. Sur l'aspect urbanisme et notamment l'habitat, avec la maison de l'habitat, nous avons 3,5 millions d'euros. Sur les mobilités, donc un point vraiment important, nous avons 8,4 millions d'euros prévus, consommés, dont un peu plus de 2 millions pour le transport des enfants. Sur la partie plutôt service, SDIS, nous avons 2,5 millions d'euros. Sur la partie administration générale, 4,9 millions. La transition écologique, 14 millions d'euros, notamment en ce qui concerne tous les déchets et la transition écologique. Sur l'eau, 27,4 millions d'euros, l'eau potable, l'assainissement, l'eau pluviale et la GEMAPI, mais nous en aurons un rapport présenté par Antoine ce soir. Et puis, sur l'économie, 10,2 millions d'euros. Voilà la déclinaison des 61,5 millions d'euros. Si on peut avancer, je vais juste reprendre le sommaire qui vous a été présenté. Le premier point, c'était sur celui de l'aménagement. Un territoire structurant, son maillage urbain, bien naturellement, avec un grand document que nous avons travaillé, le SCOT, avec bien naturellement toute une démarche et l'investissement, votre investissement au regard des différents ateliers pour essayer de construire le territoire de demain à l'horizon 40 ans. Un point sur l'ADS, l'autorisation des droits des sols, sur lequel
En 2024, nous clôturons donc toute la partie, notamment dématérialisation, au regard naturellement des différents demandes d'urbanisme de l'ensemble de nos habitants traités sur ce service des 6 communes. Un point donc sur l'habitat, hein, notamment avec ce PLH 1 qui a été vraiment force de proposition, notamment pour nos habitants, et la réhabilitation des logements et la construction des logements sociaux. Un point sur la mobilité, hein, qui est vraiment avec un programme vraiment intéressant et important, hein, qui se décline dans nos territoires. Patrice en parlerait mieux que moi au regard des VAE, hein, des vélos à assistance électrique, qui ont été dispatchés dans chacune de nos communes. Et puis un point sur l'aménagement numérique, compétence aussi traitée par Patrice, qui, alors, au-delà d'arriver un peu à la fin sur la comment dire, la mise en œuvre de cet aménagement, le déploiement, merci, je cherchais le terme exact, Patrice. Il y a toute une démarche aussi maintenant autour de l'utilisation et qui semble important. Sur le développement du territoire, bien naturellement, peut-être une des premières compétences importantes de Mauche Communauté, celle de l'économie. Et sur Chemillé-en-Anjou, notamment sur la zone des 3 routes, hein, vous savez combien on a été très, volontaire avec des constructions qui viennent finaliser finalement l'aménagement de cette zone. Et j'en cite seulement 3, hein, donc Eram, Arbonis et l'entreprise Thomas qui impactent vraiment cette zone, notamment par ces 3 nouvelles constructions. Au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, hein, toute une réflexion qui a été réalisée par le vice-président, donc Régis Lebrun, avec bien naturellement la volonté d'une plateforme alimentaire dont chacune des communes a été assez volontaire pour la restauration collective et permettre de faciliter ces circuits courts. Un tourisme, et Yann pourra en parler beaucoup mieux que moi, notamment par rapport à toute cette volonté d'avoir à la fois un tourisme d'affaires, mais aussi développer toute une économie nouvelle avec la frange ligérienne, notamment dans le schéma de cohérence territoriale, pour essayer de peut-être harmoniser notre économie avec une économie plutôt industrielle sur la frange sud et une économie plutôt touristique sur la frange ligérienne. Alors, l'énergie renouvelable, vous savez combien notre président de la SEM, Luc Pelé, hein, a une volonté très importante avec toute cette nouvelle ambition autour de cette nouvelle loi Luc Impair, qui vient notamment nous apporter des éléments plus probants sur notamment l'utilisation éventuellement de nos parkings, je pense notamment à la Jumelière. Transition écologique et animation territoriale. Et oui, effectivement, en 2024, nous étions vraiment sur les prémices de cette organisation de l'événement TEPOS qui a eu lieu en 2025, mais nous savons combien nous y sommes vraiment attachés. Une partie sur le vivre ensemble, avec tout un point sur la culture et le patrimoine, une démarche qui a été vraiment forte avec l'ensemble des communes et notamment les groupes qui ont participé à l'élaboration d'un travail sur le patrimoine de chacune de nos communes, et puis la solidarité et la santé, mais j'y reviendrai pas. Anne-Rachel nous a fait tout un zoom sur le plan d'attractivité médicale qui nous semble plus que primordial sur le territoire. Et je le répète, première priorité des Français, et nous sommes dans la volonté de l'accompagner. Les derniers points sont ceux autour de la GEMAPI, de l'assainissement et de l'eau potable. Projet, donc, on l'a vu dans les chiffres, 27,4 millions d'euros, mais qui se déclinait seulement au niveau de l'assainissement sur un PPI, un programme d'investissement de 60 millions d'euros, au regard d'un CRTE qui avait été validé à l'époque avec le sous-préfet pour naturellement essayer de mettre aux normes nos stations d'épuration, mais Antoine nous en parlera plus précisément, pour une volonté quand même importante, celle de rendre aux générations futures une eau de qualité à l'échelle de la région, à peu près 10% de nos masses d'eau en bon état écologique seulement.
Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais là, je laisserai Antoine revenir sur ces différents rapports. Est-ce que vous avez des questions? Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir lu attentivement ce rapport d'activité et je vous invite à l'approuver ou à en prendre acte. Je crois que c'est plutôt ça le vrai terme. « 54 en bloc, 55, très bien. 54 voix pour et une abstention. Et puis, sur le point suivant, le point 6, c'est d'abord Freddy. Nous avons 3 représentants donc dans cette commission des déchets, et c'est pourquoi je peux me tromper, entre Anne-Rachel Baudreau, Justine Bazanté et Freddy Caillot. C'est Freddy Caillot qui a cette grande chance de nous présenter ce rapport. Freddy, je te laisse la parole. Merci Hervé. Et puis on associe évidemment Corinne qui fait aussi partie de la commission. Quelques chiffres à vous communiquer donc sur notre gestion du service d'élimination des déchets. On peut prendre Nathalie sur... je vous ai mis quelques graphiques. Voilà. Page 11. Et donc on voit que qu'au niveau du tonnage des ordures ménagères résiduelles, donc on est sur une moyenne de 88 kg par habitant. Page 11. Ah oui, mais je ne l'ai pas non plus. On n'a pas le même. On va y arriver. Freddy, puis tu vas dire stop au moment où... Oui, attends, il faut que je me remette dans le... Où on l'a. C'est 3.1. On va y arriver. Voilà. Et donc 88 kg par habitant et par an. Donc on voit que c'est une tendance baissière depuis 2011, ce qui est une bonne nouvelle. Et pour vous, alors situer si c'est bien ou pas, on peut juste dire que la moyenne à l'échelle des Pays de la Loire, elle est de 156 kg par habitant et par an. Donc ça veut dire qu'on est très très bon. Presque moitié bien, moitié moins, oui. Sur le tonnage par déchetterie, donc là on est sur la page 13, 3.1, juste avant. Ah non, c'est bon. Ah, c'est mon truc qui est pas bon alors. Ah non. Voilà, page 13, donc 3.3 je pense. Voilà, c'est ça. Et donc là on est sur une moyenne de 231 kg par an et par habitant. Alors on est sur une légère hausse par rapport à l'an dernier, mais on reste quand même sur une fourchette basse. Pour vous redire, là, entre 2011 et 2021, ça se situait entre 280 et 300 kg par habitant. Et puis au niveau, donc le chiffre à retenir, 231. Et puis au niveau des Pays de la Loire, on est à 315 kg. Donc là encore, on se situe nettement sous la moyenne régionale. Juste dire qu'au niveau des déchetteries, le flux le plus important qui est collecté, donc, ce sont les végétaux, ce qui constitue une part très très importante, à la fois en quantité, en poids et puis en coût pour la collectivité. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de quelques informations concernant nos déchetteries sur le territoire. Peut-être aussi à détailler le deuxième point le plus coûteux au niveau des déchetteries, c'est le tout venant. Donc ça, c'est vraiment le déchet ultime, celui qu'on ne sait pas retraiter. Et donc on arrive à un nombre total de 5000 tonnes de tout venant, ce qui est important, toujours important, mais on est quand même sur une baisse de 11% par rapport à l'an dernier, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, le point 4.6. Et donc c'est lié à ce que je disais au tout venant. Là, c'est le taux de valorisation de nos déchets. On est à un taux de 76%. Ça veut dire que quand on prend tous les déchets que Mauche Communauté reçoit, que ce soit déchetterie, que ce soit ordures ménagères, que ce soit les emballages, on arrive à retraiter 76% des déchets. Donc c'est plutôt très bien. L'an dernier, on était à 70%.
Donc c'est vraiment intéressant. L'enjeu, c'est vraiment d'augmenter ce taux afin de travailler. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir moins de déchets enfouis. C'est à la fois une question environnementale et aussi une question économique, puisque la taxe générale sur les activités polluantes, ce qu'on appelle communément la TGAP, c'est une taxe qui va appeler à augmenter fortement. Et donc, moins on sera capacité d'enfouir nos déchets, enfin, moins on enfouira de déchets, finalement, moins ça nous coûtera. Voilà pour ces quelques éléments chiffrés. D'un point de vue financier, on est sur le point 5.4. Merci. Et donc, parce que c'est écrit assez gros, tout le monde voit bien ce qu'il y a, évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que le coût par habitant coût aidé est de 79,20 €. Alors, on n'a pas les éléments par rapport aux strates équivalentes à la nôtre sur l'année en cours, mais ce qu'on peut juste regarder sur la dernière année où on peut comparer, où on était à 62, donc on voit bien que nous, on est en tendance haussière, ça c'est moins bien. Mais à l'échelle nationale, en 2022, on était à 102 €, ce qui représente un delta de 40 € par habitant. Donc ça veut dire qu'aussi en termes de coûts, on entend souvent les déchets, ça coûte cher à Mauges Communauté. Eh ben, il faut se dire que si on n'avait pas la chance d'habiter ce beau territoire de Mauges Communauté, eh bien, ça nous coûterait encore plus cher. Je sais plus que page 26, donc le point 5.4. Voilà, donc le coût aidé, si on le détaille, on a un coût de 35,50 € pour les ordures ménagères résiduelles, donc c'est la poubelle noire. Et puis sur la déchetterie, ça revient à 30 €, j'arrive même pas à lire, 78, pareil par habitant. Ce qu'on peut dire, c'est que de chiffres là, les ordures ménagères résiduelles, ça représente 23% des tonnages collectés chaque année pour un coût de 44,8%. Et les déchetteries, c'est 50% des tonnages pour un coût de 38,8%. Donc on voit bien, les graphiques sont assez clairs. C'est vraiment les deux postes qui représentent le coût le plus important. Voilà en gros sur la présentation. Vous dire une information par rapport à la déchetterie de Melay qui est en cours de rénovation pour être mise aux normes notamment et pour pouvoir collecter encore plus de filières. Donc elle est en travaux. La fin elle est programmée pour juin 2026. Pour l'instant, on est dans les temps, donc on est plutôt confiant sur notre capacité à respecter le calendrier. Ça va évidemment impacter les autres déchetteries de notre territoire de Chemillé-en-Anjou, à savoir la Jumélière et Valenjou, qui dès qu'à Melay les travaux seront terminés, eh bien les deux déchetteries de la Jumélière et de Valenjou fermeront. On a tout de même deux associations sur ces deux communes déléguées qui ont un projet de pouvoir collecter les végétaux et notamment tout ce qui est branchage afin de faire du broyage pour ce que je vous ai tout à l'heure, pour nous permettre de réduire finalement notre collecte de végétaux en déchetterie. Et c'est une chance de pouvoir avoir sur nos deux communes, pardon, je suis un peu malade, nos deux communes déléguées, ces associations qui se mobilisent pour à la fois rendre un service de proximité et puis aussi contribuer à alléger nos productions de déchets verts qui ne sont pas des déchets, mais qui sont du coup des ressources, puisque ça deviendra du broyat. Et puis, donc, une information aussi importante, je vous disais, notre tonnage OMR, ça représente une moyenne de 88 kg par habitant et par an. Alors, on pourrait se dire, on est pas mal. On a vu, c'est 156 kg la moyenne à l'échelle des Pays de la Loire. Pour autant, il convient d'atténuer ce chiffre-là, ou en tout cas, on a encore une petite marge de manœuvre. Sur ces 88 kg, en fait, il n'y a réellement que 48 kg qui concernent des ordures ménagères. Ça veut dire que seulement 48 kg des 88 kg doivent aller dans les ordures ménagères parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de collecter ces déchets. Sur ces 88 kg, il y a 15% des déchets qui sont destinés à la collecte collective, les emballages, les papiers, les cartons et tout ce qui est emballage. Et puis on a 17% d'emballages qui sont des
des déchets compostables, tout ce qui va être déchets alimentaires et puis végétaux. Donc là, c'est vraiment encore 2 postes sur lesquels chacun de nous peut se mobiliser pour finalement encore plus réduire notre production d'ordures ménagères résiduelles. Je vous disais, un enjeu, c'est ces déchets-là, c'est de ne pas les enfouir, et donc c'est de ne pas payer la taxe générale sur les activités polluantes, et donc de contribuer chacun à notre niveau à mieux traiter nos déchets. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour une présentation très rapide, très synthétique? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on puisse délibérer. Juste faire une remarque, j'ai eu la chance de pouvoir qui sont faits, ça c'est pour vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas de souci d'inversion sur l'ensemble. Bon, c'est pareil, des réclamations, mais ça peut être aussi des demandes, des précisions, et ainsi de suite. Et ça, c'est la fin pour le parti assainissement collectif. Est-ce que vous avez des questions? Donc maintenant, la dernière partie, l'assainissement non collectif. Donc ça, c'est vraiment les particuliers qui sont dans les écarts, qui habitent chez eux. Donc, premier rapport, c'est pour indiquer les évolutions de tarifs. Il n'y a pas d'évolution de tarifs qui sont prévues sur l'année prochaine, juste une nouvelle cadre de contrôle ponctuif, de contrôle sur demande de l'habitant. À savoir que les contrôles de visite, les contrôles périodiques de bon fonctionnement, qui sont à 135 €, qui n'ont pas évolué, ce sont des contrôles qui sont faits une fois tous les 6 ans. C'est le temps qui y passe. Là, on voit un petit peu l'estimation. Donc ça, c'est la totalité des personnes. Le tout petit chiffre en bleu, c'est le nombre de systèmes qu'on peut avoir dans les communes. Je vais cibler directement sur Chemillé. Sur 2023, il y avait 2205 systèmes chez les particuliers. Il y a une légère diminution en 2024. Ça, c'est simplement parce qu'on peut avoir des branchements, enfin des habitations qui viennent se brancher sur l'assainissement collectif. Parce qu'il y a un assainissement collectif qui passe près de chez eux, donc ils viennent se raccorder. Ça, c'est une possibilité qu'ils peuvent avoir. Les différentes charges, donc des totaux de 370 000 de charges et 512 000 de recettes. Ça, c'est le nombre des contrôles, des taux de contrôle qui se font. Donc, sur Chemillé-en-Anjou, on est à 2186 installations. 51% sont conformes. Bon, c'est bien. Bon, après ça, vous avez les autres en fonction des communes. Taux global de 53%. Le nombre de contrôles qui ont été réalisés sur les installations neuves ou existantes. Donc ça, sur Chemillé, c'est 556 sur l'année 2024. Donc avec les différents types, 409 sur les contrôles périodiques, sur les installations qui étaient déjà réalisées. Et ça, c'est les dossiers concernés. Donc là, il y avait suite à des ventes de maisons, quand les gens rachètent une maison, il y a des contrôles qui sont faits. Donc depuis 2020, alors ça a été commencé à le mettre en 2020, les gens doivent donner les résultats, enfin les conformités de leur station. Une partie n'ont pas fait ça dans les temps. Alors malgré différentes relances où on leur dit que la qualité de l'eau c'est important, l'eau qu'on rejette dans le milieu naturel c'est très important, certains n'ont pas répondu et 40 se sont retrouvés avec des pénalités à payer par rapport à ça. Et tout pendant qu'ils n'auront pas de remise, ces pénalités seront présentes. Les pénalités peuvent représenter jusqu'à 1 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable quand même. Un rapport sur les réclamations, donc là pareil comme on a vu tout à l'heure, là c'est plus, il n'y a pas forcément de réclamations, mais c'est des demandes de questions, des questions techniques, des demandes pour des renouvellements, ainsi de suite. Bon, il y en a un petit peu plus que l'année dernière. Et ça c'est la fin du rapport, peut-être juste deux slides concernant les communications. Donc les Mauche Communauté, les services eau potable assainissement, fait des campagnes pour accompagner des travaux, faire des réunions publiques pour informer les gens sur les comptes périodiques, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça fait. Et le deuxième aussi, quelques articles de presse qu'on peut voir. Alors ça, c'est la participation aux Journées mondiales de l'eau. Donc ça se fait toujours troisième semaine de mars. Là, sur cette année, ça avait été fait particulièrement sur une semaine et les samedis. Ça a permis de pouvoir faire venir beaucoup de monde, beaucoup plus de personnes qu'on avait pu avoir les années,
pour faire des visites de stations, pour des animations. Bon, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et il y a eu une bonne réponse de la part des habitants du territoire. Je vous parlais tout à l'heure des autorisations pour les entreprises, les acteurs économiques. Donc là, c'est pareil, il y a une démarche, contacter ces entreprises-là pour les aider, quand elles ne sont pas aux normes, à les aider à remettre. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va se faire de façon brutale. C'est vraiment un accompagnement qui se fait au niveau de l'entreprise pour qu'elles se mettent aux normes et après, elles sont facturées de leur poids de pollution qui sont sur les stations d'épuration. Et puis, donc, différents points de presse qui peuvent se faire sur l'ensemble. Bon, on parle des 28 millions, l'accord signé entre l'agence et puis l'agglo. Bon, c'était un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà pour la présentation de l'assainissement non collectif. Et moi, j'ai fini sur la présentation des différents rapports. Et est-ce que vous avez des questions? Laurent. Voilà. Donc, le constat, c'est les factures que nos concitoyens y reçoivent. Et donc, il y a une augmentation importante qu'ils peuvent constater. Et j'étais déjà intervenu et je voudrais souligner aussi un petit calcul que j'ai fait concernant le prix du mètre cube, puisque en fonction de la consommation, c'est différent, puisqu'il y a une partie fixe. Hein, et donc, les petits consommateurs sont pénalisés, puisque quelqu'un qui consommerait, qui est tout seul dans son appartement, qui consomme 20 mètres cubes, ça lui coûte 218,83 €, ce qui fait 10,94 € le mètre cube. Alors quelqu'un qui a 60 mètres cubes, ça lui fait environ 400 €, donc ça fait 6,66 €. Et puis quelqu'un qui est à 120 mètres cubes, ça lui fait à peu près 600 €, j'ai arrondi. Donc ça revient moitié moins cher que celui qui a 20 mètres cubes, puisque ça lui revient à 5 € le mètre cube. Hein. Donc je trouve que l'effort est mal réparti et je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un peu un effort pour qu'il y ait un peu une équité entre les différents usagers et que ce ne soit pas les petits consommateurs qui payent plus cher que les gros. Donc là, je veux répondre là-dessus. Alors, il ne faut pas faire d'amalgame. Le prix de l'eau, déjà, il est variable, dans le sens où il existe différentes tranches de facturation. Alors, le prix de l'eau, c'est d'abord une partie payée par la collectivité, avec une part fixe, et après ça, des tarifs qui sont différents en fonction de la consommation. De 0 à 30 mètres cubes, l'usager va payer 22 centimes, ou 22 centimes, ou bon, j'ai plus le chiffre en tête. Quand il va passer après de 31 mètres cubes jusqu'à 120, là, il va payer 44 centimes. Donc 30 centimes, 22 centimes les premiers, 44 centimes au cours du 31e ou autre. Et celui qui va dépasser les 120 mètres cubes, lui, il va avoir un tarif encore supplémentaire qui doit être de 60 ou je ne sais plus comment c'est. Et c'est comme ça que c'est fait. Et ça, c'est pour la partie eau potable, partie collectivité. Après, il y a aussi le prestataire, le délégataire, qui va avoir sa part. Alors lui, il a une part fixe, je ne sais plus les montants en tête, mais ça on pourrait les retrouver. Et lui, il a une part qui est par mètre cube consommé. Et donc le total, quand on fait les factures type, on dit que sur la facture type 120 mètres cubes, qui est une facture qui permet de comparer un petit peu tous les ensembles, sur Chemillé, alors je n'ai pas regardé l'ensemble, il faudra regarder sur le tableau, ça a été indiqué, mais on doit être de l'ordre de 218 € pour 120 mètres cubes. Ça, c'est que pour la partie eau potable. Si vous habitez en ville, que vous êtes raccordé à l'assainissement collectif, vous avez à ce moment-là la part d'assainissement collectif qui va venir en plus. Et là, on va prendre le nombre de mètres cubes que vous avez acheté, on va le multiplier par le coût de l'indice, la taxe d'assainissement, et ça va se rajouter à votre consommation d'eau. Troisième facteur, il y a la partie agence de l'eau pour la pollution. Et ça, c'est une taxe supplémentaire que tout un chacun prenne, que vous soyez sur un assainissement collectif ou pas, vous l'avez. Et c'est ça la facture qui se fait. Et donc là, c'est vrai, comme je pouvais le dire tout à l'heure,
les factures qui sont sur Chemillé actuellement, sur ceux de Chemillé, mais si c'est le Beaupron en Mauges ou du Mauges-sur-Loire, eux, leurs factures montent parce que décision a été faite par la collectivité, de l'agglo, de uniformiser le tarif pour tout le monde. Une facture 120 cubes en 2020, pour Chemillé, c'était 180 €. Pour Chantosso, c'était 280 ou 300 €. Donc on était à une différence qui était quand même très importante. Décision avait été prise en 2020 on remet les machines en cours, on est sur une agglo totale, et bien on va rééquilibrer. Alors oui, c'est vrai que ceux qui ne payaient pas beaucoup, maintenant, vont commencer à prendre plus. Ceux qui payaient beaucoup, là, ils vont descendre. Ça, c'est pour l'eau. Pour l'assainissement, c'est un peu la même chose. Les tarifs, les taxes d'assainissement qu'on pouvait avoir sur Chemillé n'étaient pas forcément très élevés, quoique ça se recouvrait un petit peu dans chaque commune. On commençait un petit peu à avoir des taxes d'assainissement qui étaient pareilles, mais c'est pareil, il y avait des écarts. Donc là, c'est pareil, on fait une modification lissée jusqu'en 2029, de manière à ce qu'en 2029, que vous soyez sur Chemillé, que vous soyez sur Sèvres-Moine ou que vous soyez sur Orée d'Anjou, vous payez tous la même chose. On voit bien que tout le service qui a été fait dans la présentation, on ne fait pas de distinguo de tarifs entre Beaupron en Mauges ou Mauges-en-Loire. Les agents vont travailler de la même façon, c'est ensemble. Donc c'est vraiment une équité qui se fait et qui se rassemble sur la totalité du territoire. Donc ça, c'est ce que je veux dire par rapport aux tarifs de l'eau. Quand on veut commencer à faire les comparatifs comme ça, oui, c'est facile, mais on prend un peu de recul, on regarde un petit peu ce que c'est pour vraiment le faire. Et puis, si on veut, on compare un petit peu ce qui se passe sur nos voisins, et on s'aperçoit qu'on arrive à faire des bonnes choses. Et si on paye un peu plus cher, mais qu'on arrive, avec les aides de l'État, d'avoir un territoire qui s'améliore en termes d'assainissement et de pollution et de qualité d'eau, je crois que c'est le moindre mal qu'il faut faire pour avoir au moins un avenir qui soit mieux pour notre territoire. Laurent, est-ce que ça te convient? Non, mais ça effectivement, tout ce que vient de dire Antoine, c'est vrai, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Parce que ma question, c'était pourquoi un petit consommateur paye plus qu'un consommateur moyen. Et donc là, je trouve qu'il y a un défaut, il faudrait revoir les calculs pour qu'il y ait une différence moins importante. Et y compris l'eau, c'est un bien précieux, c'est un produit de première nécessité, et il faut que chacun puisse avoir accès, quoi. Laurent, juste pour y répondre, et après je laisse la parole à Patrice. Laurent, tu pourras reprendre le différentiel en 2014 quand tu étais en responsabilité dans la majorité. Reprends le différentiel et tu n'auras pas la même question. Moi, je voulais juste intervenir sur les mises en séparatif eaux usées, eaux pluviales. C'est vrai que depuis le début du mandat sur Chemillé, donc il y a eu quand même pas mal de gros travaux conséquents sur des linéaires compliqués. Donc Chemillé à plusieurs reprises, Saint-Pierre et Saint-Léonard, Saint-Georges-des-Gardes, bientôt Cossé et d'autres communes. Moi, ce que je peux observer depuis 2020 et jusqu'à présent, c'est la qualité du travail d'organisation qui a été fait par Mauges Communauté en lien avec les services de Chemillé quant à l'accompagnement des personnes, des usagers qui sont concernés par les périmètres. Quand il faut mettre en séparatif, c'est compliqué. Il y a les travaux, mais il y a aussi des besoins de travaux parfois sur le domaine privé. Et les gens sont un peu perdus, puisque sur des vieilles habitations, bien entendu, donc l'eau usée et l'eau pluviale, c'était dans les mêmes réseaux. Donc il y a vraiment un travail coordonné entre le bureau d'études Mauges Communauté et donc les communes nouvelles, nos techniciens, qui ont pour but de sécuriser les gens, de leur expliquer déjà toute la pédagogie qui est faite autour de l'eau et les objectifs recherchés par rapport à ces mises en séparatif, et surtout de traiter les cas par cas, individu par individu, maison par maison, où les gens se sentent... Parce que souvent, quand on a aussi des personnes plus âgées, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de pression qui est mise, il y a toujours une solution. Et ça, je tiens... J'avais déjà félicité les techniciens à la sortie de la réunion à Saint-Georges-des-Gardes, mais franchement, c'est important quand même. Enfin, je trouve que ce travail, il est très correctement fait.
Merci. Pour conclure, je vous propose de prendre acte du rapport du délégataire sur la qualité de service sur l'eau potable, le rapport sur l'assainissement collectif, le rapport sur l'assainissement non collectif, de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, de mettre en ligne les rapports et les délibérations sur le site internet et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires, à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. J'ouvre le vote. On peut fermer le vote. Eh bien, 55 voix pour. Merci et merci de votre patience. Merci Antoine. Nous arrivons donc à un point 8, le point finance. C'est une admission en nos valeurs pour le budget TFC. Vous l'avez vu, c'est 0,01 euros, un petit bout de bricole de 1 centime. Si vous en êtes d'accord, je vous invite à délibérer sur cette admission en nos valeurs. Merci. On bloque. Oui, on peut bloquer. Très bien. Allez, 53 voix pour, je vous remercie. Le point 9, donc, on le reporte. Le point 10. Alors, le point 10, avec les élus dont je fais partie du CA de l'AMF départementale, on a mis en évidence l'intérêt de pouvoir essayer d'optimiser donc nos recettes et peut-être celles au regard des dons, des legs et des assurances-vie qui pourraient être finalement allouées donc aux collectivités par nos habitants. Pour ça, bien naturellement, vous le savez, hein, on a une règle juridique sur laquelle il semble parfois assez difficile de statuer de manière vraiment régulière ces dons, ces legs. Et en l'occurrence, nous nous sommes rapprochés d'un acteur donc, qui vous est présenté, donc c'est Comessence, et qui vient apporter donc sa compétence pour ces différentes transactions. Le but étant aujourd'hui d'adhérer donc à ce dispositif dont l'AMF 49 a adhéré de manière pécuniaire pour l'ensemble des collectivités, mais nous devons, pour pouvoir en profiter, délibérer. C'est l'objet de cette proposition du point 9, si vous en êtes d'accord. Le but est bien naturellement d'approuver l'intérêt de pouvoir solliciter ces fonds privés, d'adhérer gratuitement donc au dispositif Legs-et-moi porté par l'AMF 49 en partenariat avec Comessence, d'approuver la charte éthique annexée à la présente et d'approuver le principe qu'une délibération spécifique sera nécessaire dans l'hypothèse où la commune souhaiterait lever une des options proposées à la prestation initiale. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à délibérer et accepter cette proposition. On bloque. 55 voix pour, je vous remercie. Et nous passons au point 11. C'est Anne-Rachel Baudreau qui nous apporte et qui nous présente ce rapport sur les solidarités. Donc, cette délibération concerne la convention cadre de partenariat entre le département et la commune, donc pour la création d'un pôle de cohésion sociale qui se situera en lieu et place de l'ancienne caserne des pompiers et de la gendarmerie. Donc, il a plusieurs objectifs, ce pôle. Donc, le premier, c'est de regrouper dans un même lieu les services communaux du pôle solidarité, famille et proximité, et France Service, qui est actuellement porté par le centre social, d'accueillir l'antenne de la MDS, de mettre à disposition du centre social des espaces pour la ludothèque et le relais petite enfance, et de faciliter la venue de partenaires institutionnels tels que la CAF, la CEPAM, la CARSAT, la mission locale ou encore d'autres partenaires associatifs ou institutionnels dans le cadre de différentes permanences. Donc, l'objectif de ce regroupement est de favoriser l'accès aux droits et aux services pour les citoyens, de lutter contre le non-recours, de soutenir l'exercice de la fonction parentale et d'améliorer l'accompagnement des familles et des publics fragiles, tout en mutualisant des moyens et en créant une dynamique professionnelle commune, ce qui est déjà fait puisque nous avons déjà une convention entre la MDS et le CCAS depuis de nombreuses années.
Donc, nous avons souhaité nous appuyer sur une convention de cadre de partenariat, qui décrit les objectifs, les enjeux du projet, les modalités de réalisation de l'opération et qui précise des éléments de participation au coût de l'opération et également pour contractualiser les engagements de la commune et du département dans le cadre de l'opération de construction de ce futur pôle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Juste, je voudrais plus de précision sur la déconstruction. Donc ça veut dire qu'on la caserne des pompiers et puis l'espace gendarmerie donc serait détruit. Il y aurait une nouvelle construction ou est-ce qu'il y a une décision qui est prise par rapport à ça? Parler d'une déconstruction? Non, je crois pas. Non, j'ai dit que ce serait en lieu et place, mais c'est pas pour autant qu'il y a une déconstruction qui est créée aujourd'hui. Il y a du réemploi, il y a enfin, beaucoup de possibles aujourd'hui qui sont mis sur la table, mais il n'y a aucune décision sur ce sujet-là. On n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le projet est en cours de réflexion. C'est ce que en vous cours. avez dit. C'est vraiment en cours. Toutes les possibilités sont sur la table. Eh bien, écoutez, je vous propose de... Aujourd'hui, il y a plusieurs chiffrages qui sont faits, plusieurs possibles. Et donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de statuer sur la convention cadre. Mais après, le projet il sera présenté dans son ensemble avec toutes les réflexions qui sont posées pour pouvoir aller dans la bonne décision. On peut passer au vote? On peut bloquer le vote? 54 voix pour, merci. Pour les points 12, 13, 14 et 15, points autour du tourisme, c'est une convention donc au regard donc du PDIPR, donc plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. C'est tout simplement des conventions de passage et d'entretien avec des propriétaires privés pour essayer finalement de lier l'ensemble des réseaux pour avoir un itinéraire cohérent. Et là, on signe une convention, donc on vous propose une convention donc avec naturellement Madame Grenouillot pour la première, avec Madame Monsimer pour la deuxième, avec Monsieur Sureau pour la troisième, et avec la commune de Chemillé-en-Anjou, donc Monsieur Denis, à la Jumelière pour la quatrième. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous invite à délibérer pour ces 4 délibérations. Une seule fois. On bloque. 55 voix pour. Je vous remercie. Et nous passons donc pour le 17e point avec Patrice Grenouillot, pardon, le 16e point, donc pour... alors, c'est pas... Oh, pardon, c'est Dimitri pour le 16e point avec l'économie. Excuse-moi, Dimitri. Tu m'as mis secrétaire de séance, alors j'essaye de suivre. Excuse-moi. Non, mais pas de souci. Point 16, donc, quand on avait eu l'occasion de le faire il y a quelques mois en achetant la licence 4 à la salle de Vier dans le cadre d'un arrêt d'activité, là, on vous propose aujourd'hui d'acquérir la licence 4 de Neuvy-en-Mauges, puisque la gérante actuelle va vendre son affaire. Et cela permet en fait 2 choses, hein, comme on le disait la dernière fois. C'est dans le cadre de la redynamisation des centres-bourgs de pouvoir être propriétaire de ces licences et que la collectivité en ait la parfaite maîtrise. Et puis dans le cas présent, ça permet aussi d'accompagner la personne qui va reprendre en allégeant ses investissements, puisqu'on va lui louer ensuite la licence, mais ce sera moins important en termes de coût pour elle que de l'acheter. Donc voilà, on rentre dans cette dynamique, puisque la dernière licence qui est partie du territoire est quand même partie à Saint-Tropez, donc on ne la verra jamais revenir. En tout cas, voilà, aujourd'hui, Chemillé-en-Anjou souhaite acquérir les licences pour pouvoir les conserver sur le territoire. Et puis, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les faire tourner, donc ne pas risquer de les perdre. Et puis, aujourd'hui, on est sur accompagner un projet, finalement, qui est la suite d'un projet existant,
Mais demain, l'avantage de les détenir sur Chemillé-en-Anjou permettrait éventuellement de pouvoir les mettre à disposition sur d'autres communes déléguées qui n'en auraient pas eu ou n'en ont pas actuellement. Donc voilà, de mailler le territoire par ce biais-là. Donc voilà, le prix de la licence est le même que la dernière fois. On l'achèterait de gré à gré pour 8 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe au vote. Mais juste, petite pardon. précision, oui, juste Oui. vous préciser que je ne prendrai pas part à cette délibération en lien avec ma situation vis-à-vis de la gérante qui cède son activité. Voilà. Allez, on passe au vote. Allez, on arrête le vote. 53 voix pour, une abstention. Je vous remercie. Merci Dimitri, excuse-moi. On passe au point 17, 18, 19 avec Patrice Grenouillot sur l'espace public. Oui, donc premier point, donc c'est une convention avec le département concernant les travaux route de Valenjou à Chemillé, donc qui ont débuté là dernièrement. Donc cette convention a pour but, donc alors déjà donc sur l'ancienne convention, donc les périmètres sont modifiés puisque les entrées d'agglos sont bougées. Donc on crée une entrée d'agglo route du Champ et on repousse l'entrée d'agglo donc carrément à l'entrée de Chemillé après le chemin de la Bégrie. Donc là la convention donc a pour but donc de rappeler un peu les objectifs en termes d'entretien après réalisation de ces travaux. Et donc les travaux qui reprennent création du giratoire, création de pistes cyclables, création donc de liens pédestres, de voies pédestres pour les piétons donc en PMR. Et donc bien entendu sur ce projet de convention est simplement à rappeler tout ce qui concerne l'entretien et notamment ce qui revient à la charge du département et ce qui revient après à la charge de Chemillé, sachant que à la charge du département reste simplement toute la partie roulante. Généralement, dans les conventions, il nous indique la prise en charge financière donc par les départements sur la partie roulante. Là, ça n'a pas été précisé puisque ce n'est pas suffisamment encore défini. Donc, on a convenu avec eux qu'on reviendra avec une autre convention sur la prise en charge financière par le département sur la partie roulante dans un autre temps, enfin dans un autre conseil municipal. Donc là, ce que je vous propose, donc, c'est donc de signer cette convention. Les travaux ayant débuté, donc je ne vois pas comment on pourrait ne pas voter cette convention. Et pour après connaître exactement donc, les interventions de chacun. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous invite à voter. Ok, on va bloquer le vote. 55 votants. 55 pour, merci. Deuxième point, donc ça concerne donc fonds de concours CML sur des réparations qui ont eu lieu dernièrement à la Tourlanderie et à Sainte-Christine. Donc je vous demande donc de voter pour ce fonds de concours de 706,14 € donc pour pouvoir verser cette somme au CML. Donc est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous invite à voter. Bon, un petit effort. Ces deux candélabres, les maires délégués vont nous rappeler après, est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc on va bloquer le vote 46. Votant 46 pour, je vous remercie. Dernière délibération qui concerne aussi le CML, et là, donc c'est une délibération qu'on passe annuellement. Vous savez qu'en termes de fonctionnement d'entretien, on a donc 100 000 € et à peu près 20% là, donc, qui sont donc sur des travaux de maintenance, sachant que les 80% restants, donc c'est sur des travaux de réparation. Donc la maintenance, donc c'est donc menée par le CML, donc, et c'est une maintenance qui est à peine sur l'année civile puisqu'elle part donc du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Donc c'est tous les ans la même chose. Donc vous avez la liste de toutes les interventions qui ont été faites en maintenance. Donc là, l'objectif donc de ces délibérations, c'est donc
d'accepter le fonds de concours du CIEMEL pour un montant de 21 215,13 €, donc sur ces travaux de maintenance qui ont été réalisés donc, depuis septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025. Et donc on aura la même chose l'an prochain. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous invite à délibérer pour pouvoir verser ce fonds de concours au CIEMEL. Ok, on va bloquer le vote. Donc 53 votants, 53 pour, merci. Et puis le point 20, un point sur l'environnement qui va nous être présenté par Justine Bazanté. Oui, et ce n'est pas effectivement Patrice, puisqu'il est bien adjoint à l'espace public, mais en fait, on s'est un peu concerté cet après-midi et on s'est dit que ça pourrait être intéressant que ce soit donc un des 3 du trio de la politique des déchets à Mauche Communauté qui vous présente cette convention. En fait, c'est une convention qui vous a été déjà proposée l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez. C'est une convention que l'on passe pour passer un appel à projet sur les déchets abandonnés avec Citeo. Et en fait, là, on repasse devant une délibération des conseils municipaux, puisque jusqu'à lors, on était 5 communes. Montrevaux-sur-Ève a décidé de rentrer aussi dans le dispositif. Et donc, c'est pour ça qu'on doit délibérer à nouveau pour qu'on soit désormais les 6 communes à faire appel à cet appel à projet. Donc, cette convention prendra fin en 2029, puisqu'elle a été, on en profite pour proroger cette convention. Et l'idée, en fait, est de répondre à un appel à projet pour mener des actions sur les déchets abandonnés. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, grosso modo, les déchets abandonnés sont les déchets qui ne sont pas sauvages. Hein. Ce n'est pas ceux que l'on voit un peu dans la nature. C'est plutôt des déchets, par exemple, que vous voyez proche des poubelles, où les gens posent à côté et non pas dans la poubelle. Donc pour essayer en fait de trouver des actions pour faire en sorte qu'on ait moins de déchets abandonnés. Donc voilà, donc cette convention vous a été mise dans les délibérations. Donc est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Donc on peut passer au vote. Donc on peut bloquer. 55 voix pour. Merci pour les déchets abandonnés. Point 21, un point sur les bâtiments avec Luc Paulet. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc c'est juste pouvoir rétablir une convention pour intervenir sur une propriété privée, en l'occurrence l'école Saint-Joseph à Sainte-Christine. Donc effectivement, nous avons des fuites qui ont été détectées par les services, des fuites assez importantes qui sont survenues sur l'adduction. Donc on est sur un caractère un peu où nous avons un compteur d'eau pour plusieurs bâtiments, des toilettes publiques, la salle des Rosiers, le patronage en haut, enfin l'école, l'ancienne périscolaire, c'est un ensemble de bâtiments. Et puis donc ça a été remédié pour faire la réparation en aérien, mais il s'agit aujourd'hui de repasser le tuyau comme il faut en sécurisation pour l'hiver, avec un certain nombre de travaux qui sont à faire, qui vous sont décrits dans la délibération. Et donc on vous propose d'établir une convention avec l'école pour pouvoir intervenir sur les 2 domaines du fait de l'historique de cette situation. Voilà. Donc les travaux seront réalisés par l'équipe du service bâtiment. Avez-vous des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. « 55, on peut arrêter le vote. Et on est donc 55 pour. Je vous remercie. Merci. Les 9 prochaines délibérations seront soit de l'aménagement, soit du foncier. Et c'est Pascal Cassin qui nous les propose. Merci Hervé. Bon courage, on arrive au bout. Le point 22, déconventionnement d'un logement social sur Mollet. On est 8 chemin de Coulevé. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la collectivité, qui est aujourd'hui conventionné. Comme vous savez, aujourd'hui on est en train de travailler pour réduire notre parc de logements et de bâtiments. Donc la proposition qui a été faite, alors pour vous la petite histoire, on avait proposé de le vendre dès le début, sauf qu'on s'est aperçu qu'il était conventionné après. Donc maintenant il faut déconventionner ce logement pour arriver à le vendre au locataire qui est en place dans ce bâtiment. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ce dossier-là ?
S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. On bloque. 55 voix pour. Je vous remercie. Le point 23, on est à la salle de Vier. Alors, on est sur l'expiration d'un bail amphithéotique, convention de restitution du logement à la commune de Chemillé-en-Anjou par mail domicile. Vous dire là, on fait le contraire, on récupère un bâtiment. En fin de compte, il y a juste une petite photo derrière. C'est arrivé, c'est notre. Quand on voit le bâtiment, il y a juste à côté le salon de coiffure qui est juste à côté, qui aujourd'hui a un projet qui est un peu serré dans ses murs et qui souhaite s'agrandir et aussi proposer de la location, des appartements à ses apprentis. Aujourd'hui, il a un vrai problème pour loger ses apprentis, parce qu'il a pas mal d'apprentis. Et il souhaitait acquérir ce bâtiment. Donc on s'est rapproché de Meldomis, qui est en accord pour nous céder ce bâtiment. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, le bail amphithéotique, on récupère le bâtiment en notre nom, parce que le bail amphithéotique est arrivé au bout. Et là, maintenant, on va proposer à la vente aux propriétaires du salon de coiffure pour qu'ils récupèrent le bâtiment. L'idée n'est pas de récupérer le bâtiment dans le domaine public, mais dans l'espace public, mais bien de le revendre à quelqu'un. Donc le travail est fait et ça va se faire, je pense, normalement. Y a-t-il des questions sur ce bail, l'expiration de ce bail amphithéotique? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. On bloque. 50 voix pour. Je vous remercie. Le point 24, on est toujours à la salle de Vier. On est à la vente d'un petit bâtiment qui est à l'arrière. Alors, on a une association qui est assez importante que certains connaissent, FDJ et AMF, qui organise un festival et qui fait beaucoup d'animations dans les communes déléguées, aussi bien pour les jeunes. Et là, ils sont vraiment, aujourd'hui, on leur loue, on leur prête un bâtiment communal pour faire tout leur stock. Et aujourd'hui, ils ont du matériel de valeur et technologique qui a besoin d'espaces plus sécurisés et plus ventilés. Et aujourd'hui, on n'a pas ces bâtiments-là. Donc, on a trouvé ce bâtiment. Alors, il y a une petite photo. Alors, le bâtiment, il n'est pas mis en valeur sur la photo. Si on descend derrière, c'est dans une petite rue derrière chez nous. Voilà. C'est ce bâtiment-là qui appartient à la commune. Donc, ils ont fait le choix. Donc, ils sont tous très entreprenants. Donc, là, ils ont monté une société, la SCI DBIMO. Voilà. Ils vont pouvoir après refaire le bâtiment comme ils le souhaitent, avec des racks de stockage et des systèmes de sécurisation du bâtiment, aussi bien à l'intérieur. Voilà, donc on est sur un bâtiment qui fait 100 mètres carrés environ pour un montant estimé à on s'est mis d'accord sur un montant de 6 800, oui, je ne me trompe pas, 6 850 €. Y a-t-il des questions sur la vente de ce bâtiment? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Alors Justine me dit que c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis d'accord avec elle parce que c'était toujours difficile à sécuriser ces bâtiments. Oui. Où on était là, parce que aujourd'hui, voilà. Sur la mutualisation de la vie associative. On bloque. 55 voix pour. Je vous remercie. Point 25. Désaffection, déclassement, cession de parcelles communales. Donc là, on repart dans des petits trucs. Tout à l'heure, on avait du 0,01 centime. Là, on a du 141 mètres carrés. C'est une régularisation de parcelles suite à une vente d'un propriétaire. Donc voilà, c'est un montant, je ne l'ai même plus le montant, 70 €, 50, voilà. À monsieur et madame Lisée, c'est une parcelle qui se retrouve en plein milieu d'un site agricole, comme on retrouve régulièrement sur des endroits qu'on est obligé de faire quand il y a des ventes qui se font. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Voilà, la petite parcelle, on la retrouve en angle là. Ouais. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Alors on en a 50, on bloque le vote. 51. 51 voix pour, je vous remercie. Après, j'ai 3 délibérations. Alors j'ai demandé à les passer tous les 3 ensemble, on m'a dit non, pour rigoler. Je vais les passer une par une, mais c'est les 3 mêmes. Désaffection, alors voilà, c'est une désaffection de chemin public.
On a une procédure qui est très encadrée. Donc après, il y aura une enquête publique et après, il y aura le déclassement. Donc là, je vous passe les chemins. On répond toujours à la demande des personnes qui en ont besoin. Donc là, on a la première. On est à Valenjou, la Valoirie. Si je dirais un petit plan, on retrouve le chemin. Donc c'est déclassement d'une voirie. Alors voilà, nous, ce qu'on propose, c'est de déclasser ce chemin-là, qui aujourd'hui n'a pas d'intérêt pour la collectivité, et de le remettre au propriétaire de la Valoirie. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. On reviendra vers vous parce qu'il y aura l'enquête publique et après, il y aura le déclassement de la parcelle. Donc vous allez le voir régulièrement, ces 3 points-là. On bloque. 55 voix pour, je vous remercie. Le point 27, on s'en va à Chanzeau, Frougeroux. Donc là, je vais vous lire plutôt le début pour que vous compreniez bien. Le lieu-dit de Fougeroux est traversé pour une partie par la voie communale numéro 31. Cette voie est prolongée par un chemin rural qui traversait autrefois le cours d'eau l'Irôme via une passerelle. Cela permettait alors de rejoindre la voie communale numéro 30 sur l'autre rive. Depuis plusieurs années, la passerelle ayant été endommagée et fragilisée, un arrêté municipal a interdit l'accès au public. La traversée de l'Irôme pouvant être réalisée par ailleurs en amont. Donc voilà. Là, on se retrouve maintenant sur la demande des propriétaires à recalibrer un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie, ce qui est en rouge, on vous propose de le vendre à un propriétaire, parce qu'on a l'accès, nous, qui se fait par l'autre côté, par la voie basse, je dirais, par la partie sud. La partie jaune à un autre propriétaire. On aura la voie publique qui arrivera de l'autre côté. Je crois qu'il y a même un troisième élément, parce que je crois qu'il y a, dans la maison qui fait l'angle en haut, je crois qu'on est obligé aussi de déclasser, parce que je crois qu'il y a de l'assainissement autonome qui est sur la partie domaine public, donc on déclasse une autre partie, je ne me trompe pas. Donc l'idée, c'est de bien ramener le domaine public pour chaque habitation, c'est-à-dire que la voie se fera, on le voit un petit peu monter là, ça s'arrêtera au trait jaune, donc le domaine public. Chaque personne, une partie sera récupérée, la première maison récupère la partie jaune, et l'autre partie sera récupérée par la partie qui est en rouge. Et il y a une petite partie agricole qui se trouve au bout, là, dans une pointe, qui est remis avec. Voilà, cette partie-là qui sera remise à un agriculteur. Par contre, on ne fait que de la régularisation sur ces parcelles-là. Maintenant, on n'a plus d'un... Fanny, j'ai bien résumé ou pas? Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions... Je peux ajouter que en fait, la passerelle, donc, elle n'est plus accessible. Mais par contre, il y en a une autre qui a été construite sous le mandat précédent, dans l'ancien terrain de camping de Chanzeau, qui permet d'avoir un flux pour les randonnées. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. On bloque. 50 voix pour, une abstention. Je vous remercie. Point 28, on est toujours à Chanzeau, moulin de Chassera. En fin de compte, c'est un dossier qui n'est pas neuf du tout. On va aller sur le plan. Il explique bien. En fin de compte, c'est la même chose que le premier. C'est un chemin, voilà, qui est utilisé que par un propriétaire. Et voilà, l'idée, c'est de le remettre dans le domaine privé, enfin dans le domaine que la personne acquiert ce chemin-là. Je pense qu'il y a un plan qui est plus parlant. Il doit être après, non? Voilà, la partie rouge. Voilà, comme ça, toute cette partie-là sera récupérée. Je crois même, et j'en suis même quasi sûr, je crois qu'il y a un portail qui a déjà été mis depuis longtemps à l'entrée de la propriété. Voilà. C'était pas là? Ah, c'était la première? Non, voilà, Chanzeau, il y en a trop, j'ai confondu les deux. Voilà, donc c'est bien de remettre, enfin de proposer la désaffection pour, suite à l'enquête publique, de remettre dans le domaine privé cette partie de chemin-là. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. On bloque. 54 voix pour, une abstention. Je vous remercie. Point 29, on est à Chemillé, projet de la gare, allée des quais, classement dans le domaine public. Donc ça, vous l'avez peut-être vu, il y a une voie dans le projet gare
Il y a une voie qui va être créée, enfin qui était déjà plus ou moins à l'arrière, mais là qui va être vraiment une vraie voie. Donc il faut, elle a été nommée allée des quais. Maintenant, il faut qu'on la classe dans le domaine public. Donc c'est juste ça, c'est classé dans le domaine public cette voie qu'on retrouve à l'arrière en rouge dans le futur projet de l'aménagement du pôle gare. Y a-t-il des questions? Eh bien, je vous propose de passer au vote. On bloque. 54 voix pour, merci. Et la dernière, on est sur approbation, la modification numéro 2 du PLU, plan local d'urbanisme. Donc vous savez que le plan local d'urbanisme, c'est un document lourd et qui structure notre territoire. Et je dis toujours, c'est un document vivant. Le document, il faut qu'on le modifie à des moments parce qu'il a été fait en 2020. Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas vu venir et qu'il faut modifier. On a déjà fait une modification numéro 1, on est rendu à la numéro 2. Il y aura peut-être une numéro 3 en cours de route avant la révision générale de notre document, mais c'est vraiment d'essayer de se coller le mieux possible au territoire et aux demandes des habitants, dans le domaine du possible, et puis en restant réaliste et en mettant bien en avant la politique que veut mettre en place Chemins d'Anjou sur cette thématique-là. Donc là, on avait beaucoup de modifications, enfin il y avait pas mal de modifications qui étaient, je dirais, du réglementaire graphique, comme ça arrive régulièrement, des choses qu'on n'avait pas vues, qu'il faut régulariser, et plus des choses aussi sur le règlement écrit. Je ne vais pas tout vous reprendre, il y en avait 16 ou 17 points, j'essaie de vous prendre les points les plus importants que j'estime à mon goût, vous me direz si vous souhaitez que je rajoute des points. Donc le premier point, c'était la création d'une OAP thématique densification de l'habitat. C'est un point que je crois qu'il reste 2 communes sur Manche Communauté qui ne l'ont pas. C'est un vrai sujet, je trouve, dernièrement sur notre territoire où on a eu des divisions parcellaires qui se sont faites. Et on est sur des parcelles de 1000 mètres carrés. Et je ne vous cache pas que ça ne correspond plus du tout à ce qu'on veut faire aujourd'hui sur notre territoire avec une densité plus importante et qui vient manger, je dirais, nos petits gâteaux qu'on a demain de reste par rapport aux ânes et qui vient manger très rapidement ce gâteau parce que les surfaces qui sont prises, on ne les aura plus demain. Donc on a voulu mettre rapidement cette OAP, alors rapidement cette densification. Alors l'idée n'est pas qu'autour de ça, mais c'est aussi de donner un cadre, c'est-à-dire assurer un aménagement respectueux et cohérent des espaces mobilisables et en densification, relayer et assurer le respect des objectifs de densité brute dans les opérations de densification, c'est de donner un cadre et tendre vers des divisions parcellaires respectueuses d'une forme urbaine qualitative. Voilà, je vous résume très rapidement, mais c'est vraiment mettre un cadre autour d'une OAP de thématique densité, parce que là, ça nous manquait énormément sur certains dossiers. Là, ce que je peux ressortir aussi, c'est à la salle de Vier, il y avait un garage, pour ceux qui connaissent un peu, qui traversent la salle de Vier, il y a un garage qui est sur la sortie, qui a une activité assez importante et aujourd'hui qui est assez contraint dans son périmètre. Il y a des voitures de stationnement un peu dans l'essence, c'est pas très sécurisant pour le public qui vient chez lui et il avait souhaité agrandir son garage, rallonger son garage pour pouvoir faire une forme d'activité plus importante parce qu'il souhaitait se diversifier vers peut-être du poids lourd ou du véhicule plus lourd. Le seul problème, c'est qu'on était sur un secteur, je dirais, 2 AUY qui ne le permettait pas de faire cet agrandissement. Donc on a fait la demande dans cette modification sur une partie de 3000 m², juste une partie de 3000 m², de la passer en 1 AUY. Voilà, qui va lui permettre, si la modification est acceptée, de pouvoir, pour qu'il puisse faire son agrandissement. L'autre point que je trouvais intéressant aussi à vous ressortir, c'est sur Chanzeau. C'est un entrepreneur de travaux agricoles, je crois que c'est l'entreprise Bancherot, si je ne me trompe pas de nom, qui aujourd'hui avait un site, c'est assez atypique, il avait plusieurs activités, mais il stockait sur plusieurs sites. Donc il souhaitait vraiment tout remettre sur un seul site, sauf que le règlement ne le permettait pas, il était sur du AY. Alors voilà, AY, on n'autorise que l'agrandissement sur 30% de la surface déjà existante. Donc lui, on est sur l'entreprise agricole, en moissonneuse-batteuse, ensileuse, tracteur, vendangeuse et tout ça.
Donc les 30% ne lui correspondent à la banque. Il a fallu qu'on fasse une forme de modification du règlement pour lui permettre, sur une zone bien, ce qu'on appelle un stécal, hein, une zone bien fermée, qui lui permette de faire son projet, qui est pour moi vertueux, parce qu'il va ramener sur un seul site tout ce qu'il avait sur 3 sites avant. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qu'on est obligé d'amener dans les révisions. Un autre point que je trouve intéressant, c'est à la Chapelle, à Neuvy, l'OAP route de la Chapelle, rue de la Chapelle, où on est vraiment en densification urbaine dans ce cœur de bourg, où là, il fallait qu'on mette des orientations, parce que c'est une parcelle qui doit faire 2500 ou 3000 m² de tête. Et il ne fallait pas qu'on laisse le terrain partir pour une division parcellaire de 2 logements, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a créé une OAP qui va mettre une densité. L'OAP, on l'a cadrée par rapport au SCOT, qui demande, je crois que c'est autour de 20-25 logements hectares. Donc là, on est sur il faudra sortir entre, je crois que c'est 7 logements au minimum sur cette partie-là. Donc l'OAP permet de donner une orientation, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on travaille comment la maison peut être placée pour qu'il n'y ait pas je dirais, demain, de problèmes de visibilité et de voisinage. Enfin, je ne veux pas dire qu'on ne les aura pas, mais on essaye de les limiter par l'écriture des règlements. Voilà, et le dernier point qui était aussi important de vous ressortir, je trouvais, dans cette modification, c'est l'îlot de la Source à Chemillé, qui est un gros secteur, où on est sur un quartier qu'on estime nous dégrader, où il fallait apporter, on est dans plein cœur de ville de Chemillé, où il fallait qu'on amène un cadre à ce secteur-là, et proposer une rénovation de bâtiments, mais qui soit plus ou moins, je dirais, ordonnée, parce qu'il y a des problématiques assez importantes de mal logement sur cette partie-là, mais on a une problématique, c'est la dénivellation du terrain, parce qu'on est sur une partie haute, rue Nationale, mais après on est sur quelque chose de très bas, après on remonte. Donc si on veut proposer de la densification, il fallait qu'on mette un cadre, parce qu'il n'était pas question d'apporter des vues sur les maisons d'à côté, il fallait qu'on cadre les choses, et l'idée c'était de rendre ce secteur-là, je dirais, plus humain n'est pas le bon terme, mais la déambulation soit plus agréable à faire. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui prennent cette rue-là, vous marchez le long de la rue Nationale, c'est pas sécurisant du tout, parce que c'est très peu large et pas en sécurité. Là, l'idée de l'OAP, c'est vraiment de ramener le flux intérieur, aussi bien que ce soit piéton, vélo, vraiment à l'intérieur de l'îlot. Alors, ça ne sera pas dans les 2-3 ans qui viennent, ça sera dans les 20 ans. Mais c'est bien l'idée qu'il y a un chemin piéton qui est prévu à l'intérieur, qui part, je dirais, de la place des Perrochères, et qui va nous rejoindre jusqu'au carrefour, je dirais, en bas ici, pour aller rejoindre la gare en piéton à l'intérieur. C'est vraiment, je dirais, l'artère principale de cette OAP qui va permettre demain d'aérer ce secteur et de rendre plus agréable, on l'espère, l'îlot de la Source, qui a un vrai potentiel de développement pour nous, hein, parce qu'il y a un potentiel d'environ 150 à 200 logements, hein, en plus de ce qu'il y a. Mais il y a une vraie question de cadrer ce secteur-là pour arriver à avancer, à mettre un cadre qui soit... Alors on est sur un projet de très long terme. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'estimais, moi, pour ceux qui l'ont regardé, important à vous mettre en évidence. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Ça vous va? Allez. On bloque. 54 voix pour. Je vous remercie. Et je pense que j'ai terminé. Merci Pascal. En effet, tu arrives à ta dernière délibération. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon retour à vous.